Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Alors, aujourd'hui, je reçois Laurie. Laurie, c'est une Belge qui est une de mes élèves de la communicative. Laurie, elle est jeune, hein, elle va se présenter. Moi, je la connais depuis, quelques mois, mais finalement pas tant que ça et j'avais envie, de l'inviter à cet épisode de podcast pour parler avec elle, de son amour pour les animaux et puis évidemment de comment elle est entrée en communication animale. Alors, Laurie, on va commencer. Est-ce que tu veux bien te présenter avec les mots qui sont les tiens? Salut Laurence, donc bien sûr, merci de me recevoir déjà. Donc je m'appelle Laurie, je suis belge, j'ai 27 ans. Je suis, aujourd'hui, je touche mon rêve du bout des doigts parce que je suis propriétaire d'un poney club en Belgique du coup. Je suis propriétaire de 14 poneys et ou chevaux et en tout aux écuries, j'en ai 16. En plus de ça, j'ai un super chouette petit chien qui s'appelle Ulysse et je viens tout juste d'être maman il y a, 7 semaines. D'un petit Roméo. Un petit Roméo. Bon, si tu devais choisir 3 mots pour définir un petit peu le lien que tu as avec les animaux, ce seraient lesquels? Waouh, on rentre direct dans le sujet. Ah bah oui, hein, on y va, surtout avec toi, on y va direct. Je dirais la patience, l'authenticité Ouais. et l'amour. Tu veux que je C'est ce que développe tu un as peu? développé. Oui? La patience parce que de base, donc moi je suis un peu mental de guerrier, donc je suis toujours dans le feu de l'action, je suis pas hyper active, mais je suis toujours en train de bouger et faire quelque chose. Je suis toujours en train de courir à droite à gauche, j'ai toujours 10 000 projets dans la tête. J'ai eu, dans mes animaux des alors, ça arrive à tout éleveur qui se respecte malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais j'ai eu des poulains surprises il y a 2 ans, presque 3 ans maintenant et là, c'est je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans ma vie au moment où j'en avais besoin parce que ça m'a vraiment appris à attendre, à me poser, à faire confiance aux animaux, aux ressentis et du coup à laisser, le temps au temps parce que dans mes poulains, il y en a 2 qui étaient, sur les 3 j'en ai eu 3 du coup pas prévus parce que les étalons ont traversé des clôtures un jour. Mais sur les 3 il y en a 2 qui étaient très peureux au début et qui se sont laissés approcher quand ils ont estimé qu'il était temps qu'on les approche, malgré leur maman très affective et très proche de nous. Hem, L'amour parce que, comme toute personne qui a des animaux, je l'espère, c'est un lien, assez, enfin voilà, je t'ai dit que je venais d'être maman, mais pour moi, quand mes clients viennent à la maison, je leur dis que mon premier bébé, c'est mes poneys et mes chevaux et mon chien et que, je pense que sans amour, je serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui Mmh. et l'authenticité parce qu'on peut pas tricher avec les animaux. Mmh Heu, mh. voilà, on est obligé d'être droit dans nos bottes avec eux, on est obligé de faire les choses correctement et si on leur met à l'envers, et ben, derrière, on a je ne sais pas combien de temps pour tout reprendre en main, pour recommencer du début et parfois même pour, se remettre soi en question. Ouais, dès que la confiance est rompue, c'est tout un travail derrière, pour pouvoir à nouveau, remettre les choses en place en fait, hein, ça c'est sûr. Et alors dis-moi un petit peu, toi, Laurie, bon, tu as beaucoup d'animaux autour de toi aujourd'hui, mais aujourd'hui tu as 27 ans, mais tu as pas toujours eu 27 ans, tu as été plus jeune un jour. Quel est ton tout premier souvenir, d'un lien qui aurait été très fort avec un animal? Alors c'est une question, à laquelle clairement je m'attendais, hein, je te l'ai dit avant de commencer le podcast, parce que tu l'as posée à Florence et à Audrey. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit: «Waouh, quel animal est-ce que je choisis?» Et en fait, pour être honnête, l'animal que j'ai choisi, ça a toujours été celui-là parce que, pour la petite histoire, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à avoir un Skyblog et des choses comme ça, son prénom, c'était le mot de passe de mon Skyblog.
et de mes comptes. Donc c'est un chat qui s'appelle, Noisette, qui était chez mes parents. Un chat à écailles, on appelle ça maintenant. Enfin, c'était un roux, Tortie, c'est un tortie, un chat voilà. tortie? Mmh. Un comme ça, mais torti, mais tout roux, Ouais, mais d'accord. avec plusieurs nuances de roux. Donc elle s'appelait Noisette. C'est une chatte, que mes parents ont accueillie à la maison. Ouais, ont accueillie à la maison, avant qu'on déménage. C'est en fait 2 chatons qui sont arrivés chez mes parents et qui ne sont jamais repartis, et donc ils sont allés chez le véto en disant: «Bah, voilà, on a ces 2 chatons qui sont arrivés, on veut bien les rendre, mais on ne sait pas à qui ils sont». Et il s'avérait ils appartenaient à la chatte du véto, Oh! et du coup, le véto a dit: «Bah, écoutez, ils sont arrivés chez vous, c'est que ça devait se faire, et donc bah, gardez-les». Donc Ah il y avait ouais, un noir qui s'appelait Junior et Noisette qui ont déménagé avec nous, quelques années, plus tard dans la maison que mes parents occupent toujours. Et ce chat, bah, voilà, j'ai 27 ans, comme toutes les petites filles ou presque, j'avais des poupées Babyborn à l'époque, et ce chat, je l'habillais avec, les vêtements de mes poupées, et je le mettais dans la poussette et je le baladais dans la poussette. Mes parents, ils ont acheté un ancien couvent de sœurs religieuses, donc c'est une grande maison. Je le baladais dans la poussette habillé, et le chat restait dans la poussette et se laissait câliner, machin, et dormait avec moi la nuit, enfin, c'était vraiment le chat de la famille, mais on avait un lien très fort toutes les 2. Et ouais, puis, un jour, je suis partie en camp scout, et mes parents, et elle était partie de la maison, avant le camp, et mes parents m'ont envoyé une lettre en disant: «Bah, on a retrouvé Noisette, on a retrouvé Noisette». Donc c'était un camp de 10 jours. J'étais trop contente, j'avais, je sais pas, 8 ans peut-être, 8 9 ans. Et je me dis: «Ah chouette, quand je vais rentrer, je vais revoir Noisette», et en fait, elle s'est fait empoisonner par un voisin, et donc elle est bon. jamais revenue et je l'ai jamais revue. Alors ils l'avaient vraiment retrouvée ou pas tes Ils parents? l'avaient vraiment retrouvée, mais ils ont dit en fait, elle a fait le ils ont vu qu'elle avait fait le chemin pour revenir à la maison, et qu'on a un jardin de 1 800 m² en pleine Ouais. ville, donc c'est un grand jardin, et en fait, ils ont bien vu qu'elle avait fait le chemin pour revenir, mais elle est jamais revenue jusqu'au pied de la maison parce l'empoisonnement a pris le dessus, en fait. Ah là là. Mais voilà. Tu avais quel âge à cette époque-là, toi? Bah, écoute, j'avais entre 8 et 10 ans. Ah oui, tu étais vraiment, jeune quoi, tu étais en primaire, à l'école Ouais, et primaire c'est chez un chat que j'ai connu depuis que je suis bébé. Donc c'est un chat qui devenait vieillissant aussi. quand elle est entrée dans ta vie quand elle est entrée dans ta vie, Noisette, en fait, toi, tu avais quel âge? Je pense que j'étais pas encore née, ou alors j'étais bébé, ou je devais avoir moins de 2 ans. Ah oui. Mais c'est un chat avec lequel j'ai grandi, et qui enfin voilà, c'est très flou, hein, maintenant, tu vois? J'ai plus qu'une Oui. photo d'elle parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'appareils photo et de médias comme on a aujourd'hui. Mais c'est un chat avec lequel j'ai grandi, c'est un chat qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé, et qui est Mmh. parti, injustement. Ouais, bah oui, c'est par la cruauté, des hommes, en fait, hein. Il y a des gens malheureusement qui aiment bien empoisonner les animaux et empoisonner la vie des gens. Et du coup, alors toi tu étais toute petite, donc tu es partie en camp scout, tu es revenue, finalement Noisette elle était décédée et comment tu as vécu ça là quand tu es revenue? J'ai plus trop de souvenirs, je sais que j'ai D'accord. beaucoup pleuré, j'en ai beaucoup voulu à mes parents de pas l'avoir écrit dans la lettre, mais je comprends aussi maintenant que je suis plus âgée, qu'ils voulaient pas me blesser quand j'étais pas à la maison. Ça valait Mmh. pas la peine de flinguer la fin de mon camp, en annonçant cette nouvelle-là. J'ai été très, très triste très longtemps parce que bah, voilà, c'est un chat que j'aimais beaucoup. Maintenant, on avait un chien à la maison, donc on s'est rapatriés sur le chien, on n'a jamais manqué de rien. On avait un chien, on avait un grand jardin, on avait beaucoup de jouets, Mmh. on n'a pas repris un chat parce que mon frère est allergique, Mmh. donc on n'a pas re-signé pour un chat, mais voilà, elle est restée dans un coin de notre tête, on avait la Wii, elle était en fond d'écran sur la Wii, enfin, tu vois? Elle est Après, bah, j'ai fait mon petit bout de chemin, comme un enfant qui grandit. Par contre, Mmh. j'avais bien enregistré l'idée qu'elle était décédée. Ça, mes parents n'ont jamais menti sur le sujet, Ouais. c'était important pour eux qu'on sache que, bah, la mort, ça existe, ça fait partie de la vie et qu'on doit vivre avec. Oui, ça c'est important pour aussi pour pouvoir, faire le deuil de l'animal, voilà, tu l'as quittée, elle était là et tu reviens, elle est décédée, donc c'est terrible en fait. Je pense que ça a aidé parce que quand j'ai commencé mon camp, elle avait déjà disparu. Ouais. Donc voilà, l'un dans l'autre, bah, l'univers fait bien les choses, hein, on n'arrête pas Mmh. de le dire, mais l'un dans l'autre, ça nous a vraiment, mes parents, nous avaient bien prévenus et avaient bien dit: «Ne vous attendez pas à ce qu'elle revienne. On va tout Mmh. faire pour qu'elle revienne, mais voilà, faut s'attendre à ce qu'elle ne revienne pas».
On avait Ouais. déjà perdu un chien avant, donc on savait que les animaux, à un moment donné, ne revenaient pas Mmh. et s'envolaient au paradis des chiens, des chats. Ouais. La seule chose qui est chouette, c'est qu'ils l'ont enterré dans le fond du jardin. C'est Mmh. interdit, qu'on se le dise, mais je pense que quand il y a des animaux qui nous touchent très fort, vaut mieux les enterrer que d'aller les amener chez le véto. Oui, oui, alors quand on enfin, c'est interdit, mais il y a plein de gens qui le font, hein, de toute façon, hein, encore, hein. Du moment qu'on prend les précautions nécessaires, quand on les enterre, après, donc voilà, toi, tu avais 10 ans, après tu es allée alors, je sais pas comment c'est en Belgique. Ici, on est, maternelle, collège, lycée, c'est comment chez vous? Alors nous, c'est maternelle, secondaire, Ouais. donc il y a 3 cla une classe d'accueil maternelle et puis 3 classes de maternelle et ensuite il y a, 6 classes de primaire, ouais, maternelle, primaire, secondaire et puis il y a 6 classes de primaire, donc du CP à la 6e, c'est primaire chez nous Ouais, et après le collège commence en première secondaire et collège, lycée, on appelle ça secondaire. d'accord, OK. Donc c'est, voilà, 1re secondaire, 2e secondaire, 3e secondaire et cetera jusque 6e et la 6e secondaire, la réto, c'est la terminale. Et donc toi, ton parcours parce que là, on va venir tout doucement vers là où tu en es aujourd'hui, mais heu, tu pas toujours eu, envie d'avoir un poney club? Peut-être que tu as fait des choses avant ça? C'était quoi ton parcours de vie à toi, Laurie? Alors moi, mon rêve depuis que je suis gamine, donc avant même enfin, en ayant Noisette, hein, déjà, donc depuis que j'ai 6 7 ans, je dis à mes parents, «Moi, je veux être fermière ou vétérinaire». D'accord, Les 2 opposés, hein. Mais voilà, ça restait avec les animaux. J'ai fait mon parcours en me disant que fermière, bah, que peut-être pas en fait, mais vétérinaire, carrément. Donc à 10 ans, d'accord, je disais déjà à tout le monde, «Moi, je serai véto un jour. Un jour, je serai véto», pas forcément chevaux, mais voilà. Quand j'ai eu 10 ans, ma maman était cavalière, elle a fait rentrer dans notre vie, Isadora, qui est ma jument que j'ai encore aujourd'hui, parce que financièrement, c'était plus intéressant pour nous d'avoir un cheval et de payer 4 abonnements. On est 4 enfants qui montaient à cheval. mmh, C'est plus intéressant d'avoir, 4 abonnements en tant que propriétaire de chevaux que 4 abonnements en tant que cavalier club. Du d'accord, coup, maman a eu l'opportunité d'acheter Isadora en 2008 et donc voilà, on s'est retrouvés propriétaires d'un poney, malgré nous. Je t'avoue que moi, c'était pas la meilleure des idées pour moi et c'était pas ça m'enchantait pas du tout parce qu'elle était un d'accord. peu difficile mais très, très bien pour des enfants Et et toi, tu savais monter à cheval déjà? j'avais dit que je voulais monter à cheval à maman et pour être sûre que ce soit pas pour faire comme elle, elle m'avait d'abord inscrit en vacances, en stage vacances, l'été et puis, en 2006 je pense, elle m'a inscrit en poney club près de la maison. Donc j'ai fait 2 ans de poney club, mes frères moi je suis l'aînée, mes frères et sœurs ont suivi et donc elle s'est dit: «OK, là financièrement, faut que ça suive», donc elle a acheté Isadora à l'époque 2 000 € pour un D'accord, poney de 12 ans, donc c'est vraiment pas cher. d'accord, Hem et donc voilà, donc j'ai eu Isadora, ça m'enchantait pas plus que ça, mais j'ai dit: «Moi, je veux être vétérinaire quand même et faire un peu de cheval». Donc OK, j'ai suivi mon petit parcours de primaire en disant à tout le monde que je voulais être vétérinaire, qu'il fallait que je fasse beaucoup de sciences. Les maths, c'était pas trop mon truc, mais je m'accrochais. Je suis une très bonne élève, mais j'ai pas du tout de méthode de travail, donc les études, c'est très, très difficile pour moi. ouais, Parce que, j'arrivais pas à retenir mes cours malgré le fait de travailler beaucoup et du coup, je suis arrivée en secondaire, en 4e secondaire, je crois. Ouais, 4e, donc la 4e, en France, ça équivaut à la seconde d'accord. et comme beaucoup d'élèves malheureusement, et je trouve ça très triste, je me suis fait dézinguer par les profs. Ah, Parce que, je me suis retrouvée, en échec partout alors que je travaillais comme une acharnée et que, c'est ma moyenne de sport et de religion, mon examen de sport et de religion qui ont mis ma moyenne en positif alors que j'étais pétée partout. d'accord, Et du coup, je me suis fait dézinguer par ma titulaire qui a dit que j'étais une grosse fainéante et tout, ce qui n'était pas le cas. Du coup, mmh, là, j'ai dû, changer d'option, donc j'étais en maths fortes, sciences fortes, et langues et là, à 2 ans de la fin des études et de l'université, reconversion, quoi. Enfin reconversion, changement de ouais, programme scolaire et cetera donc et je me ouais, suis donc retrouvée dans le rêve veto. ah bah là c'était, franchement en plus de m'être fait dézinguer alors que j'étais bonne élève en classe et que j'étais toujours la première à rendre mes devoirs et tout, enfin, je me suis fait, vraiment c'était gratuit. Elle avait besoin Ouais, d'un bouc émissaire, c'est moi qui ai pris plein mon grade, et là oui, le rêve de veto,
La même année, j'allais visiter l'école et je me suis dit: «Waouh!» j'allais donc l'école, c'est l'université de Liège, Mmh. c'est là où les études de véto se terminent en Belgique, donc on fait 3 ans à Bruxelles, à Namur ou à Liège et puis les 2 dernières années sont forcément à Liège et D'accord. là, j'étais allée visiter l'université de Liège et descente aux enfers. Je suis rentrée chez moi en disant: «Maman, c'est pas pour moi, je vais me planter», le prof, on a eu la chance d'aller voir un cours de sciences en amphithéâtre pour voir à quoi ça ressemblait. Le prof, Oui. il nous dit: «Bah, voilà, ça c'est de la matière de seconde» et j'ai regardé les nanas autour de moi et j'ai dit: «Mais je suis en seconde sciences fortes et j'ai pas du tout vu ça, quoi». Ah là là. Donc là, je suis rentrée à la maison en disant: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» À 16 ans. Déception du coup, non? Déception à mort. J'étais dégoûtée. Je me suis dit: «Mais vraiment, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne vivais que pour ça». Ah là là. Et puis, bah, le fait de se faire dézinguer en plus et de devoir changer d'option à l'école, ouais, ça c'était le cumul de tout. Et du coup, je suis partie dans une option gestion. Donc en Belgique, c'est soit tu choisis 100 des études, telles quelles, soit tu fais 75, je vais te dire en français comme ça, vous Oui, comprendrez, mais 75 d'études et 25 de stages, soit tu fais 50-50, soit tu fais 25 d'études et 75 de stages. Et moi, je suis partie d'accord. en 50-50, Mmh. heu, en gestion et donc j'ai dû trouver des stages de gestion et des stages de secrétariat. Ah oui, rien à voir avec les animaux là. Ah, rien à voir. Mais l'avantage, en ayant un papa chef d'entreprise, il m'avait dit: «Écoute, gestion, c'est pas perdu, ça veut dire qu'une fois que tu as fini tes études, tu peux ouvrir une entreprise, Mmh, avoir un numéro de TVA, faire tourner une boîte, donc c'est pas perdu» et du mmh. coup, on a un accès à la comptabilité, enfin voilà, on a une base déjà et j'avais déjà dit que de toute façon, je voulais être à mon compte parce que j'ai un papa chef d'entreprise et que ça semblait tout à fait logique pour moi de ne pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. Donc je me Oui, tu suis as dit: grandi «Bah». dans l'esprit, dans cet esprit-là en fait. Tu as été élevé par des parents Ah ouais. qui sont dans Moi, j'ai un papa chef d'entreprise, qui compte pas ses heures, qui fait 80 heures semaine. Quand c'est la grosse ouais. période, qui rentre à la maison à 3 heures du mat et qui repart à 7 heures le lendemain, Waouh, waouh. parce qu'il travaille dans la pub et que du coup, il a tout son parc de machines à la société et du coup, oui, oui, j'ai été élevée, avec un papa très peu présent, mais qui nous aimait d'amour, hein, mais très peu Mmh. présent parce qu'il fallait, faire tourner la boîte pour avoir un salaire. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris très vite avec mes frères et sœurs, c'est que papa n'était pas beaucoup là parce que papa travaillait beaucoup. Et du coup, le fait de renoncer à ton rêve, vétérinaire, ça a été vraiment pour toi quelque chose de difficile à digérer ou tu t'es dit: «Bon, ben non, ça, c'est pas pour moi. J'ai eu ce rêve pendant des années, il faut que je fasse autrement parce que de toute façon, j'y arriverai pas». Enfin, ça c'était quoi dans ta tête à ce moment-là? C'était très, très difficile, très, très dur et j'avais Ouais. pas le même mental qu'avant, que maintenant. Maintenant, ouais. J'étais voilà, à l'époque, ici maintenant on me qualifierait un peu de grande gueule, tu vois? Quand j'ai Mmh. quelque chose à dire, je le dis, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je vais le faire savoir, Ouais. si j'ai une idée, je vais la mettre en avant, je vais la pousser. À l'époque, Mmh. je pouvais avoir une très bonne idée, j'allais pas la dire, j'allais la dire à quelqu'un qui allait la dire pour moi. Oui, c'est Tu vois? ça, J'étais d'accord. très timide et un peu, bah, c'est triste à dire cette comparaison, mais première de classe, quoi. Tu es au premier rang, Ouais, tu écoutes, mais tu parles pas. Et voilà et à l'époque, j'avais, gros caractère chez mes parents, mais pas du tout, à l'extérieur. d'accord. Donc je me suis retrouvée vraiment à 16 ans en me disant: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Eh à oui, 2 ans des études? Vers quoi est-ce que je m'oriente?» eh oui. Parce que, bah, je ne savais pas vers quelle université aller, vers quelle haute école Mmh. aller, vers quelle formation aller et en fait, bêtement, un jour, ma coach, que je remercierai 1000 fois et qui a aujourd'hui un centre équestre dans les Vosges, qui s'appelle Sylvie Robet, qui fait de l'éthologie, qui est vraiment chouette. Un jour, elle me dit: «Écoute Laurie, je suis un peu, à la bourre et tout, c'est les réinscriptions, c'est le cours de ta petite sœur, tu veux pas aller faire les échauffements? C'est plusieurs niveaux en dessous de toi, tu sais comment faire, fais-leur échauffement et après je prends la relève. Mais comme ça, tu m'enlèverais bien une épine du pied» et je me retrouve au milieu du manège, projetée comme ça parce qu'elle avait pas d'autre solution, pendant 15 minutes à dire à des gamins de 12 ans, j'en avais 16: «Allez, on lève un bras, on fait tourner un bras, on lève les genoux, machin». Mais vraiment par mimétisme de ce que, Sylvie m'avait appris et Mmh. mon ancien coach, qui est toujours mon coach aujourd'hui parce qu'il est encore dans la région, qui s'appelle Renaud Lefranc, hem, qui a mis Isadora sur notre route aussi. Renaud nous faisait des échauffements géniaux et Sylvie faisait d'autres échauffements et du coup, j'ai fait un échauffement combiné de ces 2 coachs qui m'ont tout appris. Ouais. Et là, je suis rentrée dans le manège en me disant: «Oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Comment est-ce que je vais faire?» Mmh. et au bout de 15 minutes, je suis sortie de là en disant: «Mais ouais, mais c'est ça!»
et donc je suis sortie du manège en disant à Sylvie: «Mais c'était génial, quand tu veux, je te redonne les échauffements». Alors que, je rappelle, je parlais aux gens, Mmh. mais prendre la parole en public et cetera, c'était panique à mort, quoi. Et est-ce que tu penses que ce coach, elle l'a fait, c'était un hasard ou c'était, quelque chose pour te mettre un peu au défi ou elle a senti ça en toi? Sylvie et Renaud, hein, les 2, parce que Renaud aujourd'hui je donne cours à sa fille, hein, pour la petite histoire. C'est Mais génial. Sylvie, je pense qu'elle a senti un potentiel en moi parce qu'elle m'a confié à un moment donné un jeune cheval qu'elle avait élevé et Mmh. elle m'a demandé de m'en occuper. Heu, donc je pense qu'elle avait un objectif pour moi, qu'elle me l'a jamais dit. Mmh. Aujourd'hui malheureusement on n'est plus en contact, parce que, bah, les aléas de la vie font que. Ouais. Mais je pense qu'elle avait senti quelque chose en moi parce qu'elle m'a toujours poussée, elle a toujours voulu que je me dépasse, que j'aille plus loin. Elle m'a emmenée en balade en extérieur avec mon cheval et ce fameux cheval qu'elle m'avait demandé d'aider à sortir. Hem, Maintenant de là à dire qu'elle s'est dit: «Tiens cette nana elle va être coach un jour», je pense pas. Ouais, En tout cas si c'est le cas, je suis pas au courant. d'accord. Alors comment c'est venu du coup? À quel moment tu t'es dit: «Tiens, je vais faire un poney club»? Bah, du coup, j'ai contacté Renaud, mon 1er coach Mmh. qui était parti, en disant, «Ouais, j'ai donné un échauffement, c'était génial, j'étais au milieu du manège, c'était trop cool» et Renaud m'a dit: «Laurie, si tu veux te former à ça», j'ai dit: «Bah, en fait, je vois pas quoi faire d'autre» et il m'a dit: «Laurie, si tu veux te former à ça, tu vas en Normandie au village équestre de Conches, là où moi j'ai fait mes études, tu vas passer les tests d'entrée, tu te bouges le cul». Il m'a rien dit d'autre, hein, il m'a dit: «Tu te bouges le cul pour réussir les tests d'entrée et tu vas les passer et tu les réussis et tu rentres à l'école là-bas». Le village équestre de Conches, c'est une superbe école, qui est une école privée, donc ils prennent Mmh. 10 élèves par an. C'est pas très loin de chez toi, hein, Laurence? Oui, c'est à côté de chez moi. Moi, je suis à Vernon et je vois très bien où il est ce village de Conches parce que ma fille, elle y a fait un stage à un moment donné. Et ben voilà. Donc il m'a dit, «Tu te donnes les moyens et tu fais les tests pour rentrer là-bas» et en fait, je suis rentrée là-bas, j'ai réussi les tests, à cheval, j'étais nulle, mais nulle, j'avais pas le niveau et quand ils ont parce que c'est un test à cheval, un entretien à l'époque, c'est un test à Mmh. cheval, un entretien oral et quand la formatrice m'a vue à l'entretien, elle m'a dit: «Mais il faut que tu rentres quoi». Parce que moi je voulais pas être coach pour monter à cheval, je voulais être coach pour partager ma passion Mmh. et du coup, je suis rentrée là, j'ai travaillé en poney club, donc on a travaillé, au début, je suis rentrée en 2 ans. Au début, la première année, tu fais que du poney, du petit poney, donc du Shetland et du grand poney, du double poney Ouais. et là je me suis dit: «Waouh, génial!» J'adorais les Shetland, j'ai toujours aimé les Shetland et les poneys A, s'il y a des cavaliers qui écoutent et qui se disent: «Ouais, les Shetland, c'est une race, c'est pas un type de poney». Mais voilà, j'ai toujours aimé les poneys Shetland et les poneys de moins d'1,10 m et là je me suis dit: «Mais punaise, je vais ouvrir une structure, quoi». Donc je savais que je travaillerais pas toute ma vie pour quelqu'un. J'étais déjà à l'époque du coup en course pour récupérer un centre équestre dans la région où j'habite, D'accord, dû à mon diplôme et cetera et du coup, je me suis dit: «OK, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est donner cours aux enfants, c'est partager aux enfants et aux adultes, mais je veux le faire chez moi. Je veux pas d'accord. dépendre de quelqu'un». Parce qu'en fait, toi, de ce que je comprends de ton histoire, de ce que tu nous me dis là et de ce qu'on entend, c'est que bon, d'un rêve, de devenir vétérinaire, tu as dû renoncer à ce rêve. Tu as fait la formation pour être, enfin, de comptabilité ou de gestion. Gestion comptable, j'imagine que c'est quelque chose comme ça. Suite à ça, ta maman a acheté un cheval, tu as commencé à apprendre à monter à cheval. Tu as dû coacher un petit peu par, un peu hasard, des gens, des élèves qui étaient là pour, s'échauffer avant le cours et à quel moment c'est devenu une passion? Parce que là, en fait, on part de loin, en fait et tu disais: «Moi, les chevaux, c'était pas mon truc». Ouais, on part de très, très loin. Ma maman, elle a eu un cheval, avant que je naisse, un cheval qui s'appelait Astuce, que j'aimais d'amour. C'est Astuce, c'était une crème. Elle lui a sauvé la vie aussi. Enfin maman, elle a un lien très fort avec les animaux, peut-être même plus fort que moi. Bon, D'accord, c'est même sûr d'ailleurs. On n'a pas du tout le même lien. Maman, elle a un lien très, très fort avec les animaux. Astuce, elle lui a sauvé la vie et il lui faisait une confiance aveugle. Elle dit: «Quand tu étais petite, j'allais, m'occuper d'Astuce, tu voulais le brosser, donc tu prenais une brosse». J'avais 2 ans, hein, je marchais, mais j'étais toute petite, 2 3 ans. Elle dit: «Tu prenais une brosse, tu brossais du côté gauche
Il te regardait du côté gauche, il était hyper attentif à tout ce que tu faisais. Puis il te voyait plus, il sentait que tu brossais sous son ventre, donc j'étais en dessous du ventre du cheval, tu sais, à brosser le bras en l'air, Ouais. à brosser le ventre du cheval, le bras en l'air, et puis hop, je passais du côté droit et je brossais du côté droit. Et elle dit: «Ce cheval, il a toujours fait très attention aux enfants, d'autant plus à toi». Elle dit: «La première chute que tu as fait d'un cheval, c'est d'astuce parce que, en rentrant du pré, elle m'avait posé sur le dos parce que je voulais monter sur son dos. Elle m'avait posé dessus. Il avait pas bougé et puis rentré dans le box, il a fait demi-tour pour mettre le nez dans la gamelle et en fait, je suis tombée entre ses 4 pieds, au milieu, Mmh. et voilà, et du coup, j'ai connu astuce, mais j'étais pas prise par la passion de l'équitation. Et un jour à 6-7 ans, j'ai dit: «Ah maman, je veux faire du cheval». Ah. Et là, elle s'est dit: «Est-ce que tu veux faire du cheval parce que maman, elle fait du cheval ou parce que tu as envie Mmh. de faire du cheval?» Et donc, sans certitude, elle m'a inscrit à un stage, j'ai accroché, je lui ai re elle a pas relancé, hein. J'ai fait un stage l'été chez mes grands-parents, comme ça maman était pas là, donc il y avait même pas de on pouvait pas, intervenir, tu vois? Elle pouvait Ouais. rien dire. J'ai accroché et en fait, en rentrant à la maison, mes grands-parents habitent à 2 heures de chez mes parents. En rentrant à la maison, j'ai dit à maman: «Non, mais je veux vraiment faire du cheval», et j'avais 7 ans. Mmh. Et du coup, l'année de mes 7 ans, elle m'a inscrite en poney club, à Mmh. l'année, et là, la passion a démarré. Heu, elle a acheté Isadora 1 an et demi plus tard, Mmh. et puis avec Isadora, je me suis fait peur parce qu'Isadora, c'est un poney très très énergétique, et du coup, je me suis fait peur, j'ai pris pas mal de gamelles, j'allais la monter qu'1 fois semaine, et j'ai une très grande copine qui l'avait en demi-pension et qui venait la monter plusieurs fois semaine. Mmh. Et puis un jour, j'ai dit: «J'arrête, je veux plus y aller, j'arrête, ça m'énerve». En plus, je me cassais la figure tout le temps, Mmh. donc je voulais plus y aller, et je me suis rendu compte que je faisais ça pour faire plaisir à maman. D'accord. J'ai quand même continué à monter, j'ai quand même continué à aller m'occuper d'Isadora parce que, bah, elle était à nous et qu'il fallait bien s'en occuper, et je sais pas, un jour, elle a eu une grosse tendinite. Elle a été à l'arrêt 1 an et demi, et là, je me suis rendu compte que j'avais un chouette poney et que je l'avais pas du tout traité à sa juste valeur. Mmh. Et qu'avec un peu de malchance, j'aurais pu la perdre. Parce qu'à un moment Ouais. donné, c'est posé la question de l'euthanasie tellement c'était pas de l'euthanasie, de la vente ou je sais pas quoi, enfin, de Ouais. s'en séparer, quoi. Non Ouais. pas parce qu'on l'aimait pas, mais parce que comme je voulais plus monter et que, enfin, je voulais plus monter et qu'elle était plus apte à travailler, maman, elle voulait pas payer pour que ce soit une autre fille qui la monte et pas moi. Mmh. Mmh mh. Parce qu'entre temps, mes frères ont décroché, il y avait plus que ma petite sœur et elle était trop jeune pour monter dessus. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un super chouette cheval. Je peux pas te dire à quel âge, hein. Je j'ai plus aucune Ouais. idée de ça, mais que, il fallait peut-être, s'occuper de ce cheval, à ce poney à sa juste valeur. Et là, ma relation à l'équitation a changé du tout au tout. J'ai Mmh. commencé à vraiment monter, j'ai commencé à monter correctement, à m'appliquer, à m'occuper de mon poney. Hem et puis j'ai grandi, j'ai eu un amoureux, j'ai voulu aller au ciné avec mes copines, mais avant, il y avait toujours Isadora. Donc Mmh. ça a été un frein à un moment donné vis-à-vis de mes sorties. Mmh. Mais je comprenais aussi que Isadora, bah, elle était là, il fallait s'en occuper. Et donc je faisais toujours passer Isadora avant le reste. Si bien que j'ai Mmh. des copains d'école qui m'ont dit: «De toute façon, Laurie, quand elle parle que d'Isadora». Donc ça Ouais. remonte quand même à la fin de primaire, donc je dirais entre 12 et 14 ans, Ouais. fin primaire, début de secondaire. Et là, je me suis vraiment rendu compte que l'équitation, c'était mon truc, que Mmh. Isadora, c'était ma vie entière, qu'on avait un truc qu'on pouvait pas décrire, et du coup, que voilà, la passion est née à ce moment-là, quoi. Après cette grosse tendinite. Et c'est ça qui t'a donné envie de transmettre, aux autres à d'autres enfants? Oui. Je sais pas te dire ça. C'est vraiment le fait de m'être retrouvée au milieu, de faire un échauffement qui m'a fait dire: «C'est ça que je veux faire». Je suis pas une grande cavalière, voilà, moi je dresse mes animaux, je les débourre, je leur apprends leur boulot. Moi, ce qui me passionne, c'est d'entendre quelqu'un dire: «J'ai monté tel poney, il était génial, j'ai fait un concours et on était classés et il a super bien tourné, machin». Ou un adulte me dire: «Laurie, je suis montée sur tel cheval, je sais que c'est toi qui l'as dressé, il est génial, il est trop chouette, tu vu, j'ai fait ça, j'ai pas eu peur, j'ai chic, j'ai machin». Moi, ma passion, c'est ça, c'est de dresser un animal et de dire à quelqu'un: «Voilà le cheval, il est, tout dressé ou il a les bases du dressage, mais pour toi, pour te faire plaisir, tu vas pouvoir y arriver». Mmh. Et voilà. Est-ce que c'est apparu quand j'ai commencé à donner des entraînements? Est-ce que c'est apparu plus tôt? J'ai quand même beaucoup monté Isadora avant ma petite sœur pour qu'elle soit bien calme et qu'elle bouge pas trop avec ma sœur. Hem,
Est-ce que ça m'a pris à ce moment-là quand j'ai commencé à la monter avant ma l'heure d'avant ma sœur pour que ma sœur, puisse s'amuser avec? Je peux pas te dire. Je Ouais, c'est difficile, tu l'as pas repéré en tout cas encore. OK, mais de ce que je comprends, tu as une cons parce que bon, les poney club, il y en a partout. Q Tu dirais que toi, ta conception du poney club, à toi, Laurie, c'est quoi? Moi, ma conception du poney club, faut savoir qu'en Belgique et en France, c'est pas du tout la même chose. En Belgique, il faut pas de diplôme pour enseigner, dans un centre équestre. Donc en Belgique, si tu as décidé que sur ta carte d'identité, il était marqué coach, il est marqué coach. Donc n'importe qui peut enseigner et n'importe qui peut avoir les codes d'accès pour le faire. D'accord. Ma conception du poney club à moi, c'est, de transmettre aux enfants que le poney, c'est pas une machine, c'est un être vivant qu'on aime, à qui on dit bonjour, à qui on se présente, Mmh. avec lequel on va s'amuser en montant peut-être sur son dos, mais pas que, et qu'on Mmh. peut tout autant s'amuser en le faisant marcher sur une bâche ou en allant lui faire manger de l'herbe, et que c'est un animal à qui, à la fin de la séance, on dit merci et à qui on dit au revoir et à bientôt. Mmh. Voilà, moi, je suis en train d'un peu de casser tout ça, par chez moi parce que je dis aux gens: «Bah, voilà, vous venez à la maison, le poney, il sera pas prêt. Si vous venez» parce que dans tous les poney clubs, en général, les poneys, ils ont déjà leur selle et leur mord dans la bouche. Moi, je leur dis: «Si vous êtes en retard, tant pis pour vous. Il faut préparer le poney, il faut le brosser, il faut l'équiper, il faut équiper votre enfant et il faut monter. Vous êtes en Mmh. retard, c'est pas mon problème». Voilà, pour moi, un poney club, c'est un endroit où l'enfant, il apprend à se surpasser, Mmh. où il apprend à prendre confiance en lui, à faire confiance à quelqu'un d'autre, sous-entendu le coach, Mmh. et à faire confiance à un animal. Il est hyper fréquent chez moi que les enfants arrivent en disant: «Je veux monter tel poney». Ils les Mmh. connaissent pas, hein, parce qu'à la maison, j'accueille de 2 à 12 ans et Mmh. souvent les enfants de 2, 3, 4 ans, ils arrivent à la maison en disant: «Je veux monter celui-là» et ils montrent celui qui a des taches, le noir, le marron, Mmh. machin. Alors quand le poney, il est en âge de travailler et qu'il est apte à faire l'activité, parce que du coup, j'ai encore des bébés aux écuries qui peuvent Mmh. pas être montés. Quand le poney, il est apte, en général, je laisse faire parce que c'est qu'il y a un truc qui s'est tissé entre l'enfant et le poney et donc je dis: Mmh. «OK». Et à 2 de 2 à 6 ans, de toute façon, ils sont tenus par papa et maman, donc voilà, Ouais. on donne juste le code à papa et maman. En général, papa et maman, ils galèrent un petit peu plus que l'enfant. Mais voilà, chez moi, l'enfant, il doit faire confiance aux autres enfants, il doit faire confiance au poney, il doit faire confiance au coach, il doit se faire confiance en lui et le but, c'est qu'à la fin de la séance, il sorte en disant: «C'était trop chouette, je me suis éclaté et en plus, j'ai appris quelque chose». Ouais. Après, évidemment, si on peut mettre l'enjeu de compétition à terme, parce qu'aujourd'hui, mes poneys sont pas encore prêts, mais si à terme, on peut mettre l'enjeu de compétition et d'apprendre que, l'important, c'est de participer et pas de gagner. Parce Mmh. que moi, j'ai pas du tout cet esprit, là où mon compagnon, il est hyper gagnant, il va faire une course pour gagner, machin, moi pas du tout. Moi, je vais Mmh faire mh. un concours pour participer et si je gagne, c'est un plus. Mais je veux Mmh. sortir de mon concours en disant: «C'est bien, j'ai bien tourné du 2 au 3. Je me suis peut-être cassé la figure sur le 5, mais du 2 au 3, tu as vu, j'ai fait un beau tournant». Ouais. Et voilà, je voudrais que les enfants, ils sortent de chez moi en disant: «Bah, j'ai pas gagné, mais j'ai participé, je me suis bien amusée, c'était chouette. Mon poney, il a été extra et moi, bah, j'avais un peu peur donc machin» ou bien «Je me sentais un peu comme ça». Que vraiment ils apprennent à analyser et à parler de leurs ressentis. De leurs émotions. Ouais. Mmh mh. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on parle justement, parce qu'on est un petit peu, on entre un petit dans une autre partie, et de ce qui nous lie, et ben, c'est de la communication animale. Toi Laurie, la communication animale, comment est-ce que c'est venu à toi? Et qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans le fait de pouvoir faire une communication animale la première fois? Alors, la com animale, c'est j'en avais entendu parler très peu, je l'avoue, parce qu'on est toujours en retard en Belgique, hein. Sur pas mal de sujets au niveau du sport et des animaux, on est souvent en retard. Et j'en avais entendu aborder allez, on m'avait abordé le sujet une ou 2 fois, j'avais dit: «Oh foutaise, c'est des bêtises, ça ne fonctionne pas». Et Mmh. un jour, ma copine de promo avec qui j'ai été en coloc, en internat pendant, un peu moins d'1 an, D'accord. qui est une de mes très bonnes copines, à qui je fais confiance les yeux fermés, me dit, «Oh Laurie, j'ai fait venir Laurence à la maison». À ce moment-là, tu faisais encore du présentiel et elle me dit: Non, j'en ai jamais fait du présentiel. «Ah bah, parce qu'elle tu as été voir son cheval sur place». Non. Du Ouais, coup, elle me dit: «J'ai fait une com animale avec Laurence, sur mes 2 chevaux, mais ça c'était a dû se faire à génial» distance quand même. et c'était à distance?
Oui, je pense, oui. Ah oui, oui, c'est sûr. Ah bah, voilà, bah, peut-être que j'ai mal compris alors. Et donc elle me dit: «J'ai fait une com animale, c'était génial, est ressorti tel message» et je lui ai dit: «Allez sérieux, tu penses pas qu'elle te manipule, qu'elle a été voir tes réseaux avant et tout?» En plus, Eh oui. cette copine-là, elle met beaucoup de choses sur les réseaux, donc c'est vrai que ça aurait pu porter à préjudice. Et elle me dit: «Mais non Laurie, vraiment il y a quelque chose, faut que tu essayes et tout, c'est pas très cher, tu qu'à essayer». Et là, j'en discute avec mon compagnon qui est, ingénieur, donc cartésien à mort et qui me dit: «C'est des bêtises, c'est de l'argent jeté par les fenêtres». Mmh. Je lui dis: «Ah ouais, peut-être que tu as raison, machin». Donc comme pour lui, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, il faut certainement pas lui dire que j'ai réservé une com animale. Et du coup, je demande des coordonnées à cette copine et je dis: «Bah, je vais la tester», sur Isadora que du coup j'ai depuis 2008, et je me dis: «Je vais aller, comme ça, c'est sûr, elle peut pas tout savoir, c'est sûr, elle va se planter, quoi». Vraiment, j'ai abordé le truc en disant: «C'est sûr, elle va pas pouvoir aller toucher des trucs qui font mal». Et donc pour être sûre, je me suis dit: «Je vais en plus, lui demander de faire le poulain que j'ai biberonné quand j'étais encore à Conches aux études et que j'ai sauvé». Mmh. Comme ça, bah, voilà, c'est 2 cas de figure, une jeune de je sais plus quel âge elle avait, elle devait avoir 3 4 ans, Ibou, et puis une vieille de 26 ans, quoi. Comme ça, tu as les 2 opposés qui n'ont en plus pas du tout le même caractère et comme ça, sûr, on n'y est pas. Et donc je te contacte par ton site internet, je mets mon prénom ou un pseudo, enfin, je donne même pas, mes coordonnées, de D'accord. Facebook et Instagram, et en plus avec mon nom, mon prénom, tu sais pas me retrouver sur internet. À l'époque, je Oui, savais pas. ouais, mais puis surtout que je fais pas ça, mais OK, mais je comprends. Mais ouais, mais tu vois, j'étais tellement sceptique que je me suis dit: «Vas-y, elle me retrouvera jamais, quoi». Elle pourra rien voir sur mes C'est réseaux. ça. Et en plus, je mets rien sur les réseaux, mais c'était vraiment pour être sûre. Mmh. Donc la com arrive, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie, je suis installée dans le canapé chez mon compagnon, accoudée. Le téléphone, donc je décroche, on s'appelle, machin, on se discute, on se présente, et puis, tu te connectes avec Isadora, donc la à nouveau, hein, la jument que j'ai depuis 2008, ça fait Mmh. 15 ans que je l'ai. Et là, la première chose que tu me dis, c'est, «Vous êtes hyper accrochés l'une à l'autre». Et là, je me dis: «Mais, OK, tout le monde peut le dire». Enfin là, Ouais, bien un sûr. peu sceptique, et en même temps, je me disais: «Mais c'est pas moi qui ai le lien le plus fort avec Isa», je trouvais que c'était ma maman. Mais voilà, la suite de la communication fait qu'en effet, Isadora et moi, on est très proches l'une de l'autre et on est très, comment dire? Un peu comme les doigts d'une main, tu vois? On Mmh. est très soudés, voilà. Et donc s'ensuit, l'échange avec Isa où tu me dis qu'elle supporte pas qu'on lui touche les oreilles. Mmh. Ça, c'est quelque chose heu, que j'ai toujours dit à voix haute, que j'ai jamais affiché sur les réseaux parce que Isa, c'est une jument qui a été battue à l'époque, D'accord. et du coup, c'est pas quelque chose dont on enfin, dont on fait l'éloge, quoi. D'avoir un cheval Oui, bien battu sûr. qui se laisse pas toucher les oreilles, ça veut dire que quand on lui met le mort, c'est toujours la guerre parce qu'il faut toujours, bah, passer les oreilles dans le filet, Ouais. enfin bref, c'est toujours un enfer. Et donc tu me dis que, bah, elle se laisse pas toucher les oreilles, que c'est difficile avec les hommes, et tu me sors comme ça plein de trucs qui me font dire que, de toute façon, tu as pas su le trouver sur internet. Ma jument, elle a pas le même prénom que celui sur sa carte d'identité, donc tu as pas su la trouver sur internet non plus. Et du coup, là, je me retrouve avec des infos qui finissent par me faire pleurer parce que, on est dans le juste à 400, et tu confirmes des choses que j'avais déjà ressenties avec Isa, où je m'étais dit: «Bah, peut-être que je me fais des films», mais Mmh. qui en fait sont justes, et qui poussent à croire, ce que tu dis, quoi. Et là, je me dis: «Mais c'est quoi ce truc? C'est une sorcière, quoi». Vraiment, je me dis: «Mais d'où elle sort toutes ces infos? C'est une sorcière, c'est pas possible». Mmh. Donc je suis au bout de ma vie, hein, en train de pleurer, et là, on clôture parce que j'avais pris une demi heure. On clôture avec Isa. Tu dis: «Bah, voilà, maintenant je vais faire Hibou», je t'envoie les photos, et v'là Tipak, tu me dis la première chose que tu me dis sur Hibou, pareil, je m'en rappellerai toute ma vie, elle a failli mourir à la naissance. Mmh. J'étais là: «Mais comment elle sait?» Elle s'appelle Mmh. Hibou, ça s'écrit Iboue, il y a rien dans son prénom qui fait dire Non. que elle a failli mourir à la naissance. Et donc parce qu'en effet, Hibou, elle a failli mourir à la naissance, je suis allée la déterrer dans la boue avec, une nana de la promo qui était en dessous de moi, je l'ai Ouais. biberonnée les 2 premières semaines jour et nuit, toutes les 2 heures, on lui donnait le biberon. C'est une Ouais. expérience géniale. Hibou et moi, c'est le cheval de ma vie. Là où Isadora, c'est le poney de ma vie, mais voilà, je me dis: «Comment elle a fait?»
Donc là, pareil, au bout d'une demi-heure, je suis en pleurs, je sais plus reprendre mes esprits. Je Benoît, il rentre à la maison en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'étais là: «J'ai fait comme animal». Il me dit: «Mais arrête, pourquoi est-ce que tu pleures comme ça?» Et Benoît, il est pas trop branché animaux. Il est animaux, mais pas voilà. Un animal, c'est le chien à la maison, c'est le chat à la maison, on est content, on lui met Mmh. ses croquettes, on lui lance la balle et voilà, il est pas connecté comme nous on l'était. Enfin comme ouais, comme nous on Il a l'était pas et le lien que tu as c'est ça. avec les animaux, ouais. Ouais et puis Ben, il a pas d'animaux chez lui, il avait juste des animaux de chez ses parents et ça, j'ai appris en adoptant mon chien, que l'animal qu'on a chez les parents et que celui qu'on adopte, en étant adulte, c'est pas du tout les mêmes liens. Non, pas du Donc tout. heu, donc Benoît, il comprend pas trop pourquoi est-ce que je suis là en train de pleurer dans mon canapé, à suffoquer et pourtant je suis jamais comme ça, à pas savoir reprendre mes esprits, vraiment ça m'a marquée. J'ai eu fini la com animale, je lui ai dit: «Écoute, je mange pas ce soir, je vais dormir, quoi». Ah ouais, ça t'a vraiment, Ça m'a épuisée ça sur m'a le plan ça m'a émotionnel? bouleversée. Ça m'a travaillée, ça m'a bouleversée et là je me suis dit: «Je veux savoir. Je Mmh. veux savoir pourquoi, comment elle a fait». Enfin vraiment, il manquait des réponses à mes questions et je pense que tout s'est un peu aligné parce que, tu m'as annoncé donc je t'ai dit à la fin que c'était génial et que je voulais savoir comment tu avais fait et là tu m'as annoncé que tu étais en réflexion sur une formation Mmh. et à ce moment-là, financièrement, je t'avoue que les temps étaient durs pour moi. J'étais, dans l'achat de la maison et du poney club du coup, à savoir que j'achète toute seule, j'ai personne pour m'aider, j'ai pas Mmh. voilà, j'achète toute seule donc les temps financiers sont très durs. J'ai un boulot Mmh. alimentaire en temps plein, pour payer mes animaux. Ouais. En plus de tout l'entretien de mes animaux, donc je passe, j'ai des grosses semaines de boulot à passer 80 heures Mmh. et du coup, je me dis: «Elle va lancer une formation, je sais pas combien ça va coûter, mais je vais la faire». Mmh. Donc là, je dis déjà à Benoît, «Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, j'en ai rien à secouer, je ferai la formation. Je veux savoir, je veux comprendre». Et du coup, quand tu ouvres la formation, je pense que tu l'as ouverte, avec Audrey, donc tu as fait la formation avec Audrey pour commencer. Oui, il y avait Audrey avec d'autres personnes qui étaient là. Donc il y avait Audrey, il y avait Sandrine et puis, Valérie, je crois, qui était là et puis, ouais, ça donc toi, tu as dû la faire plus tard Bah, alors? moi, j'ai fait le mois d'après avec Nathalie. D'accord, d'accord. Donc on Ah oui. était, le deuxième shot, quoi. Audrey, c'était le one shot et nous, Nathalie et moi, on était deuxième shot et là, ah là, alors j'ai été mais à la base, moi, je le fais en disant: «Je veux le faire, pas pour me professionnaliser, pas pour, vendre Oui. mes services, pour m'aider avec mes animaux à moi». Parce que je me Mmh. dis: «Imagine, tu as un problème avec tes animaux, à chaque fois, tu dois payer quelqu'un, Mmh. à raison de» à l'époque, j'en avais 12, à raison de 12 animaux, fois, 30, 50, 60 €, ça va vite, quoi. Bien sûr Donc que je ça me va suis dit: vite. «Je le fais pour moi». Mmh. Et donc je fais la formation, je je capte pas grand-chose au début de formation et je suis là: «Mais non, en fait, c'est du pipeau». Au début, à un moment donné, pendant la formation, je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Je sais pas si tu te rappelles, tu nous demandes d'appeler l'animal à nous et tout. Bon, l'animal, il se pointe pas, il était pas là, et là, je me dis: «Mais si c'est comme ça toute la journée de formation, mais ça va pas le faire, quoi». Oui et Et puis dans ces cas-là, on se sent aussi, découragé, on se dit on qu'on est doute. nul, qu'on va pas y arriver et cetera et cetera. Oui, je connais bien, hein, j'ai Ah l'habitude ouais. maintenant, hein. C'est ça, donc on doute et tout et puis pour finir, donc tu nous fais donc lui poser des questions et il y a quand même quelques réponses qui sont bonnes et qui en plus, c'est Mmh. pas, l'animal il me répond pas par oui ou non, il me met un truc en plus Ouais. et du coup je me dis: «OK, il y a quand même un truc», enfin c'est et donc là je finis par me dire après le premier animal test, je me dis: «OK Laurie, fais-toi confiance un coup sur le deuxième parce que là il y a un truc, il y a vraiment quelque Ouais. chose». Et le deuxième les réponses sortent et je pense que je fais un 18/20 ou un truc comme ça. Mmh. Et le 3e, ça se passe aussi et là, je me dis: «OK, c'est bon». Le soir de la formation, une fois que la formation est terminée, je mets un message sur Facebook en disant, «Proposez-moi vos animaux. Je veux rien Mmh. savoir, donnez-moi leur nom, leur prénom, posez-leur 5 questions et allez, je vous fais des coms animales à tout va et gratuitement, allez-y, Mmh. je veux continuer, quoi». Et là, j'ai été un peu prise dans la spirale de la nouveauté et du truc qui nous plaît vraiment parce que du coup, Ouais. je faisais que ça. C'est une passion, hein. Ouais, ouais, mais du coup, dès que j'avais du temps libre, je faisais ça, quitte à Ouais. pas bien m'ancrer et à pas bien faire les exercices d'ancrage parce que je voulais vraiment vite aller dans la communication avec l'animal Ouais. et voilà et de fil en aiguille, j'ai pas fait mes animaux tout de suite, j'ai fait le niveau 2, j'ai fait le niveau 3 avec, notre super team, enfin Audrey, Nathalie et moi, on s'est suivis, sur les formations, c'était trop chouette Ouais. et donc on a fait le niveau 2, on a fait le niveau 3 et déjà on s'est tissé une super chouette famille
avec, les ressentis de l'une et l'autre qui corroboraient et qui étaient toujours pareils. Mmh. Et là, je me suis dit: «OK, peut-être que maintenant il est temps de faire tes animaux». Mais Mmh. j'étais pas encore prête. Et à ce moment-là, j'ai un poney à la maison qui doit se faire castrer. Le vétérinaire vient pour le castrer du coup, et il dit: «Bah, on va lui faire», donc je suis tournée sur 2 vétérinaires à l'époque, et il dit: «Bah, on va lui faire la piqûre et on va le laisser tomber», et il met une grosse dose d'anesthésiant et là, le poney se laisse pas tomber. Mmh. Et là, ma petite sœur était là et je dis à ma petite sœur: «Il veut pas tomber parce qu'il veut pas se faire mal». Mmh. Et le vétérinaire, il dit: «Il va pas se faire mal, il sent rien». C'est un vétérinaire de la vieille école. Et et du coup, là, je dis à ma sœur: «Vas-y, je vais», le véto était reparti à sa voiture, le temps que le poney s'endorme, et je dis à ma sœur: «Vas-y, je fais vite fait une com animale avec lui en lui disant: "Cap, tu peux t'endormir, je te rattrape, c'est promis"». Mmh. Et je fais la com avec Capricieux. Capricieux me répond: «OK, je te fais confiance». J'ai eu Parce que du coup, à l'époque, je fermais encore les yeux quand je le faisais et tout, et puis première fois en présentiel de l'animal et première fois avec un animal qui m'appartient. Et oui. Et j'ai le temps de lui dire: «Vas-y, fais-moi confiance». Il me répond: «OK, je te fais confiance». Je rouvre les yeux, le poney se laisse tomber dans mes bras. Ah! Et là, j'ai dit: «Ça peut pas être l'anesthésie, c'est pas possible parce que j'ai déjà fait beaucoup d'anesthésie sur des animaux, il se laisse pas tomber comme il s'est laissé tomber là». Ouais. Et avec ma sœur, on l'a vraiment réceptionné, allongé proprement au sol, et on a attendu que le véto revienne. Ah! Et du coup, là, je me suis dit: «OK, c'est bon, tu plus rien à prouver à personne et la com animale, elle a plus rien à te prouver non plus». Et du coup, tu vois, d'un côté parti en étant très sceptique, sur ça, et aujourd'hui, tu es hyper performante aussi dans tes communications. Bah, là, tu as un peu arrêté avec Roméo qui est né et cetera. Mais juste avant que Roméo ne naisse, bon, avec la grossesse, tu avais voulu aussi un petit peu stopper, hein, parce que tu avais peut-être des petites superstitions par rapport à ça. Mais, moi, je me rappelle très bien, de com que tu as faites, absolument hallucinantes, hein, avec des vérifications, tout aussi hallucinantes, hein. Donc à la base, j'y croyais pas du tout. Au fur et à mesure, j'y ai cru à 400. Et puis, je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué qui m'a fait dire, «Il faut que tu continues». Et alors je me suis rendu compte, après coup, en discutant avec les clients, parce que la structure s'était lancée entre 2, que, les gens qui y croient s'attirent entre eux. Oui. Parce que au plus j'en parfois, donc je disais certainement pas à mes clients que je faisais de la com animale et de l'énergétique, hein, certainement pas, parce que et j'avais peur qu'ils prêtent pour une folle et qu'ils se disent: «On va pas aller signer dans ce poney club là avec l'autre folle». L'autre folle, Et du coup, illuminée. ouais, c'est ça, et du coup, j'en parlais pas du tout. Et parfois les gens, ils me disaient: «Oh, la communication animale, ou les trucs énergétiques, oh, la sophrologie». Et alors moi, j'ai eu la chance de suivre, 2 enfin d'avoir 2 interventions de sophrologie sur moi qui m'avaient du coup fait déjà, fait faire comprendre que l'énergétique, ça existait et qu'il y avait quelque chose. Et donc j'ai abordé le sujet de la communication animale en passant d'abord par la sophrologie Mmh mh. pour voir déjà comment les gens réagissaient à ça. Mais la Ouais. sophrologie sur moi. Et Mmh. après, si je voyais que les gens étaient réceptifs, parfois soit c'est eux qui amenaient le sujet de la com animale, soit c'était moi. Et on Mmh s'est mh. rendu compte que personne n'en parlait parce que personne ne voulait ressembler à un illuminé, mais que quand quelqu'un en touchait un mot, on se retrouvait à, en fait, tous penser la même chose ou à se dire qu'il y avait quelque chose qui existait. Voilà, au point où, je fais une communication, je ne savais même pas qu'elle était intéressée par ça. Je dis que du coup, je cherche des animaux pour, m'entraîner. Ma tante me contacte en disant: «Laurie, il y a un chat qui a débarqué à la maison. Mmh. Je sais que tu as dit que tu prenais plus d'animaux, mais tu penses que tu peux le faire?» C'est ma tante, on s'entend super bien, c'est la marraine de ma sœur, bien sûr que je vais le faire. Mmh. Elle me dit pas grand-chose, elle me dit juste le prénom du chat et qu'il est arrivé le même jour que la naissance ou le décès de sa grand-mère, je sais plus trop. C'est tout. Le prénom Mmh. du chat, je ne savais pas, mais elle a décidé que sa grand-mère s'appelait Henriette. Elle a décidé d'appeler le chat Henriette. D'accord. OK? Jusque-là, tu te dis: «OK, on va faire la com animale et demander au chat pourquoi il est là». Je fais la com avec le chat me dit qu'il a été envoyé par quelqu'un, machin. Je me dis: «Ouais, c'est gros, s'il est envoyé par, sa grand-mère, c'est Mmh. gros». On fait l'échange avec le chat et puis je remercie le chat pour son échange et là, apparaît à côté, donc c'est tout dans ma tête, hein, toujours un truc d'illuminé, hein, pour ceux qui n'y croient pas.
Mais apparaît à côté du chat une vieille dame sous une tonne de plaid en pilou-pilou, Mmh. adossée au chat, tu sais un peu, les épaules voûtées, vraiment comme une vieille un peu voûtée comme ça, qui marcherait avec sa canne, sauf qu'au lieu d'avoir une canne, elle s'appuie sur le chat. Là, j'ai D'accord, l'impression que le chat, il a pris la taille humaine, il est resté chat, mais il a pris une taille humaine et qu'elle s'appuie sur le chat pour avancer. d'accord. Et à la fin de l'échange, ça au début je le disais pas parce que je voulais le garder pour nous, mais maintenant, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut partager. À la fin de l'échange, une voix différente, me souffle: «Je t'aime». Mmh. Et là, je me dis: «C'est quoi ce truc?» Mais panique à bord, ça fait un mois que je suis formée à la communication animale niveau 1, Oui. niveau 1. Donc là, je me dis: «C'est quoi ce truc?» Donc tout de suite, je t'envoie un message sur WhatsApp en disant: «Laurence, il s'est passé ça, 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 j'ai fait telle communication avec tel chat et il y avait une personne à côté de lui et tout, il y a eu tel message, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et le Mmh. temps que tu me répondes, j'envoie un message à ma grand-mère en disant: «C'est qui la grand-mère de ma tante? C'est Mmh. qui?» Et ma grand-mère me dit: «C'est ta maman, c'est ton arrière-grand-mère». Mmh. Parce que ma tante a pas répondu assez vite. Donc j'ai contacté ma grand-mère. Alors que tu nous avais bien dit: «Attention, un message qui reste qui est donné par un animal, ça reste entre le gardien et son animal». Mmh. Là, il y a un truc qui me fait dire: «Il faut que tu contactes mamie en lui demandant qui est sa la grand-mère de Suzy, quoi». Ouais. Et donc ma grand-mère me dit: «Bah, c'est ton arrière-grand-mère». Mmh. Et quand je t'annonce tout ça, tu me dis: «Laurie, en général, un message qui est envoyé comme ça avec, entre guillemets, une intonation, une voix différente, c'est un message de la personne». Mmh. Donc ici, en l'occurrence de mon arrière-grand-mère. Et si tu t'es senti obligé de contacter ta grand-mère, c'est Mmh. que le message, il était destiné à vous 3. Ouais. Là, je me dis: «Waouh, incroyable!» Donc ça me touche. Surtout Mmh. que j'ai perdu mon grand-père, quelques années avant de me former à la com animale et que, le jour où mon grand-père est décédé à l'église, je sens une pression sur mon épaule. Je me Mmh. retourne en voulant défoncer la personne derrière moi en disant: «On ne touche pas maintenant, c'est pas le moment», et que toutes les personnes derrière moi avaient les mains prises parce Ouais. on est une famille très soudée et que c'était toute la famille et que tout le monde se tenait les mains et tout le monde me dit: «C'est pas moi qui t'ai touché, je t'ai pas touché», et là je me dis: «OK, énergétiquement parlant, mon grand-père m'a fait passer un signe». Mmh. Et depuis, en effet, à chaque fois que je fais un soin énergétique, que j'ai besoin, que je suis un peu paumée, que je suis un peu perdue, que j'ai besoin d'un coup de main, que j'ai besoin d'une confirmation, maintenant que j'y crois, je dis: «Papy, j'ai besoin d'un coup de main, quoi. Ouais. Envoie-moi un truc». Et quand j'ai une pression sur mon épaule, je sais que c'est parce que je dois aller par là. Donc tu vois un petit peu, le sacré chemin que tu as parcouru, hein, et du coup, tu dirais que, donc maintenant, voilà, comme animal, ça fait partie de toi. Est-ce que tu l'intègres, dans ton projet de de poney club? Je pense que ça va s'intégrer tout seul. Ouais. Par contre, et ça je l'ai dit à Benoît, depuis que je suis enceinte, parce que les animaux ont changé leur comportement quand j'étais enceinte. Mmh. J'ai dit à Benoît, le jour où Roméo dit, le poney, la vache, la grenouille, le chat, peu importe, n'importe quoi. Le jour où un a où Roméo nous dit, il y a un animal qui a dit ça, on va lui dire: «Ouais, l'animal, il a peut-être dit ça». Mmh. Je dis: «Moi, il est pas question de fermer les portes à Roméo, je veux pas qu'il devienne, hyper compétent là-dedans, hein. Il fera ce qu'il a envie, Mmh. s'il a envie. Mais en tout cas, je veux pas lui fermer les portes comme on nous a fermé les portes à nous en nous disant: "Non, les animaux parlent pas"». Ouais. Ouais, ouais. Maintenant, les enfants qui viennent au poney club, quand ils sont un peu plus grands et que, ils sont un peu aptes à comprendre, parce que j'ai appris que j'avais des enfants qui étaient très réceptifs Mmh. à l'énergétique. Les enfants qui viennent au poney club, parfois je leur dis: «Allez, maintenant on ferme les yeux, on est sur le poney, on ferme les yeux, on écoute, on entend». On sent les messages que le poney nous fait passer à travers nos fesses et notre corps, Mmh. et voilà. Alors je l'intègre gentiment, je veux pas l'intégrer à 100 parce que c'est aux parents à choisir de l'intégrer ou pas à leurs enfants. Mmh mh. Mais voilà, moi je leur dis que, bah, après il y a toute la notion d'éthologie qui intervient aussi, hein. Un enfant qui va me dire, «Le poney il veut pas le faire», bah non, c'est pas qu'il veut pas le faire, c'est que tu lui donnes pas les bons codes et que du Oui, coup, c'est ça. il va pas faire quelque chose qu'il a pas envie de faire s'il a pas un petit humain au-dessus de son dos qui lui dit comment faire. Mmh. Mais par contre, un enfant qui me dit: «Laurie, j'ai l'impression que le poney, il aime pas ce qu'on fait là, tu penses que c'est vrai, tu penses que c'est pas vrai? Bah tiens, pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire que?» Et Mmh. voilà. Et en fait, je pousse pas dans ce sens-là, mais un enfant qui va m'en parler de lui-même, je vais réceptionner le message et lui dire: «OK, bah développons encore plus, quoi». Mmh.
Non, c'est chouette parce que ça, on voit bien, le ton cheminement et de là où d'où tu es parti et finalement, même si tu as pas pu faire vétérinaire, tu es quand même toujours dans le lien aux animaux, dans le monde des animaux. Tu es toujours, aussi, connecté aux animaux donc de toute façon, ton rêve, même si c'était de devenir vétérinaire, il est toujours, dans un lien avec l'animal, en fait. Enfin, mon rêve, Tu il a réalises changé. ton rêve. Mon rêve, il a Ouais. il a évolué du coup, une fois que j'ai appris que je pouvais plus être véto, voilà, je voulais être propriétaire d'un Shetland. Aujourd'hui, j'en ai, 13 aux écuries. Ouais. Voilà, mon rêve, il a évolué. Hem, je voulais, faire de l'équitation mon boulot. Bah, aujourd'hui, ma passion, c'est devenu mon boulot, mais plus encore parce Mmh. que, à travers moi, je transmets, aux enfants et j'ai des enfants qui me disent, «Laurie, je veux faire ce que tu fais un jour». Pourtant, j'ai Ah pas ouais beaucoup de licenciés, hein, j'ai 25 licenciés chez moi. C'est le début, hein, la boîte, elle s'est lancée en septembre. Donc et puis tu as fait ton bébé c'est entre-temps. voilà, c'est une petite boîte qui vient de se lancer, mais j'ai déjà des enfants qui me disent, «Moi, un jour, si je dois être coach, je veux être coach comme toi». Bah, quel Ouais. bonheur! Après, voilà, je l'ai pas fait pour ça, mais aujourd'hui, je me rends compte de la fierté de Renaud, de mon coach, Mmh. qui a eu, des élèves qui ont dit, Mmh. «Moi, je veux ouvrir un poney club» et qui ont réussi, Mmh. et qui se sont donné les moyens et qui ont eu la chance et l'opportunité de se lancer et que ça tourne pour commencer. Parce que Renaud, il a voulu lancer un poney club aussi. Il l'a lancé et malheureusement la vie lui est retombée dessus et il a dû fermer. Mmh. Donc mon rêve, à l'époque, c'était d'être véto. Aujourd'hui, quand ma véto, elle vient, peut-être qu'en partant, elle se dit: «Elle est casse-pied Laurie, elle pose trop de questions». Mais voilà, j'ai appris plein de choses, à plein Mmh. d'endroits différents. Je je me suis accrochée, je me suis battue, parfois j'ai pleuré, hein. Mmh. Il y a encore un an, je pleurais dans les bras de Benoît en disant, «On va se casser la figure, je vais pas y arriver et je vais tout perdre». Parce que Mmh. pour lancer ma structure, la banque m'a quand même demandé de mettre en apport mes animaux et mon matériel. Ah ouais. Donc alors par chance, les dossiers se sont pas faits comme ça et donc si jamais je venais à me planter, ils récupèrent que la maison, ce qui Mmh. est déjà beaucoup parce que c'est la maison de mes rêves. Mmh. Mais voilà, aujourd'hui, en septembre, on emménage la maison du poney club. Mmh. Heu, je suis, mais plus que ravie, enfin j'ai hâte d'être en septembre et en septembre, mon objectif de vie, il est «atteint» entre guillemets. Il y aura d'autres objectifs qui vont s'ajouter entre-temps, mais mon rêve, c'était d'être propriétaire de poneys et de chevaux, j'en ai. Alors c'est pas Ouais. rose tous les jours. Je galère. Je galère financièrement, je galère moralement, quand ils ont décidé de traverser toutes les clôtures alors que je viens de les refaire, c'est fatigant, c'est usant. Mmh. J'ai été enceinte, j'ai pas pu curer mes box parce que mon papa et ma maman m'avaient interdit de porter, alors que Mmh. j'avais pas de contre-indication, médicale, hein, mais pour me préserver et m'apprendre à lâcher prise, mes parents ont pris le relais aux écuries pour le curage des box, alors que Mmh. j'adore curer mes box. Mmh mh. Voilà, il y a 15 ans, mon rêve, c'était d'être véto. Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'habiter dans ma maison et de la fenêtre de ma chambre, de voir mes poneys. Et C'est dans chouette. 5 mois, 6 mois, ce sera réalisé et puis, en plus de ça, maintenant, je suis maman et là, c'est ce que je dis à tout le monde, mais c'est vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est la petite case qui manquait dans ma vie. Là, aujourd'hui, je suis comblée de la vie que j'ai Mmh. et je pense qu'à refaire, je refais peut-être tout pareil. En me Mmh. prenant en me prenant des grosses pelles comme j'ai pu en prendre, en me prenant des réflexions dans la figure comme, «Je suis nulle et j'y arriverai jamais». Mmh. Mais voilà, j'ai changé mon mental, j'ai changé ma façon de faire. Je suis devenue une guerrière et aujourd'hui, un enfant qui me dit qu'il est nul, il est pas question pour moi d'entendre ça. Parce que, Ouais. il y a des gens qui sont là pour descendre les enfants, mais j'estime qu'il doit aussi y avoir des gens pour les tirer vers le haut et pour leur montrer que tout est faisable et que tout est capable. Et que Mmh. parfois il faut s'en donner les moyens et qu'il y a pas que l'aspect financier qui bloque. Alors c'est souvent l'aspect financier malheureusement. Moi c'est peut-être le fait qui aurait enfin, heureusement que mes parents ont été là pour se porter garant et pour m'épauler et pour montrer que non, on n'était pas des baraquis et Mmh. que oui, on n'a pas de moyens, hein, chez nous, on n'est pas pauvres, on n'est pas riches, on est de la classe moyenne et mes parents, bah, ils ont dû se porter garant, ils se sont portés garant, Ouais. mon frère a besoin d'un coup de main, ils sont là, ils vont se coup comme tout parent, ils vont se couper en 4 pour nous offrir ce qu'on a envie et ce qu'on aimerait bien. Tous les parents feraient pas ça, hein. Je pense que ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est aussi cette question tu vois, quand tu dis que tes élèves te disent qu'ils aimeraient bien faire comme toi un jour, si ils ont envie de faire ça, c'est aussi parce que tu leur apportes des choses sur le plan émotionnel
et dans ce que tu exprimes, là, vis-à-vis de ta famille, c'est aussi que le lien, d'amour, il est là, en fait, hein, et ça, c'est vachement important et je pense pas que tous les parents, sont comme les tiens, hein. Non, ouais, C'est tous sûr les que parents non. sont pas comme les miens et mon papa d'ailleurs il dit: «Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui dit qu'il veut faire comme toi et qui veut ouvrir un poney club?» Bah, je dis: «Moi je lui dirais de se faire confiance, de foncer, de faire confiance à la vie», Mmh. et il me dit: «Mais Laurie, tu sais que tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers que toi». Il dit: «Toi, tu es pas le haut du panier, tu es pas le bas du panier, tu es» on est vraiment la classe moyenne, hein. On est une famille, de 4 enfants, mes parents ont eu des enfants parce qu'ils voulaient des enfants et qu'ils s'aimaient et qu'ils aiment leurs enfants. Mais, la chance que j'ai, c'est que la clientèle que j'ai, elle est comme nous. C'est Mmh. des parents qui se cassent en 4 pour leurs enfants, c'est des parents qui montrent à leurs enfants qu'ils les aiment, c'est des parents qui amènent leurs gamins, faire du poney et courir à côté du poney pendant qu'il pleut, hein, alors qu'on est à Ouais, c'est l'abri et ça. cetera. Mais voilà, Ouais. je pense qu'on s'attire entre nous aussi. Mmh. Les gens qui se ressemblent, ça s'assemble, s'attirent et chez moi, c'est un esprit hyper familial. Sur Mmh. 25 clients, quand j'en ai un qui j'estime, enfin, après ça va être diffusé, c'est pas très bien de dire ça, mais s'il y a quelqu'un qui rentre pas dans notre dynamique, je préfère lui dire: «Bah, écoutez, à la maison, ça va pas, allez plutôt voir ailleurs, chez Bah, un oui. autre poney club ou» et je vais les réorienter ailleurs parce que le but c'est pas de prendre de l'argent aux gens, en disant, «J'ai un commerce, il faut faire tourner mon commerce, je vais accepter n'importe qui coûte que coûte». Je Mmh. préfère être un peu dans le rouge et devoir me priver un peu, plutôt que de prendre n'importe qui et de me retrouver en disant: «Oh, faut que j'aille donner cours à tel enfant», vraiment c'est Mmh. fatigant, quoi. Ouais. Donc voilà, les et puis de toute façon, les gens ils sentent bien, hein, quand ils sont à leur place ou pas. Moi, j'ai déjà des enfants, des parents qui sont pas revenus parce qu'ils aimaient pas la façon d'enseigner. Typiquement, j'ai une maman qui m'a dit: «Bah non, nous, on aimerait bien être axés beaucoup plus compétition et progression et machin, au détriment». Elle me l'a pas dit, mais j'ai bien compris que c'était au détriment de l'amusement de l'enfant. Ouais. Bah, j'ai dit: «Allez voir à tel endroit, vous allez peut-être être mieux servis», mais je dis: «Moi, c'est pas ce que je vais offrir à votre Ouais. enfant et j'irai pas dans votre sens». Ce qui est intéressant, c'est que tu as des limites et que tu les respectes, en fait. Donc tu respectes tes propres limites, et après les gens, ils sont dans les limites que toi tu poses et ou pas et sinon, bah, effectivement, ils vont voir ailleurs et si tu devais accepter des personnes qui ne respectent, enfin, si tu devais ne pas respecter les limites que tu t'es fixées, tu serais pas bien, en fait, tu vois? Il y aurait quelque chose, qui ferait que tu serais pas bien dans ce que tu fais ou dans le lien avec les gens, en fait. Bah, non et puis c'est au détriment de mes animaux aussi, du coup. Ouais, Parce que les animaux, ils c'est le ça. ressentent aussi et mes poneys, ils sont tellement merveilleux, franchement, Mmh. et puis je les aime d'amour, mes poneys, donc moi, je veux que les enfants, ils viennent au poney club en disant: «Je monte un poney que j'aime et si je l'aime pas, je vais apprendre à l'aimer, mais si je l'aime pas, c'est parce que j'ai mal réagi avec lui» et voilà, moi, Mmh. mes poneys, il est pas du tout question de les faire travailler. Alors oui, ils doivent travailler pour payer leurs croquettes, comme tout le monde. Mmh. Ça, on reste quand même dans un commerce. Mais il est pas question de le faire à en échange de se faire taper dessus ou de se faire, enfin les poneys, Mmh. si on leur dit qu'ils sont nuls, ils ont bien compris qu'ils étaient nuls, quoi. J'en Mmh. ai un, il avance pas beaucoup, il est un peu, il est pas fainéant, mais il est un peu mou, quoi, tu vois? Un peu nonchalant, machin. Pourtant, il a Mmh. que 6 ans. Mes poneys sont tous jeunes et celui-là, du coup, quand j'ai des clients anglais qui viennent, donc je donne cours en français et en anglais en parallèle. Bon, après, c'est 4 enfants maximum, donc on a le temps, on prend Mmh. le temps. Mais les parents, ils parlent anglais, ils parlent pas français et quand je parle du poney, je dis: «Ah, c'est lazy Pépito», tu vois? Donc c'est Pépito fainéant. Mais je le dis sur le ton de l'amour parce enfin et de l'humour surtout parce que, bah, un poney comme ça, on en a besoin dans le poney club. On a Mmh. besoin un cool, tranquille qui préfère rester arrêté plutôt que d'avancer parce qu'il va aider certains enfants à passer certains caps. Ouais. Ça fait Ouais, rigoler c'est les ça. parents et en même temps, ça rassure les parents aussi. Mais voilà, je le Mmh. dis toujours, hem, avec beaucoup de tact parce que je sais que mes poneys, ils comprennent ce qu'on dit, même Mmh. si on parle en anglais, même si on parle en français, peu importe la langue qu'on parle. J'ai des enfants qui parlent russe, donc bon, ils Ouais. parlent pas russe, mais du coup, on passe par l'anglais, mais voilà, je dis: «Ah ouais, c'est Lazy Pépito, mais il est quand même vraiment mignon, vous allez voir, il est super touchant, super attachant» et en fait, bah, Lazy Pépito, c'est parce qu'il s'appelle Pépito du coup, hein, tu l'auras compris. Mais Lazy Pépito, c'est, le poney préféré des enfants de 2 à 4 ans Ouais. Et et oui, il voilà en faut des poneys comme ça. et il en Et faut. et 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 du coup, ce que je ah oui, c'est ça que je voulais te demander. Heu, est-ce que tu peux nous redire, elle se situe où ton poney club, il se situe où? Alors mon poney club, il est situé, sur, le petit village de Moutier.
sur l'entité de Fresnes-les-Anvins. Donc c'est, entre Tournai et Leuze, en Belgique. D'accord. Parce qu'il y a 2 moustiers, je crois, hein? Il y a Moutier-sur-Sambre à Namur et il y a Moutier, dans le Hainaut et moi je suis dans le Hainaut, donc je suis à une demi heure de Lille. D'accord, d'accord. Alors, je vais te poser, une dernière petite question, enfin une avant-dernière petite question. Si tu devais, qui est un peu la question rituelle que tu as déjà entendue du coup, si tu devais transmettre un message, hem, au nom des animaux, au reste du monde, ce serait quoi? C'est une question difficile. Je dirais de la bah, en étant un animal, je dirais, écoutez vos intuitions. L'intuition, Mmh, elle a toujours raison et si l'intuition, elle fait en sorte qu'on se plante, c'est qu'on avait besoin de se planter pour repartir sur le bon chemin et pour se rendre compte que parfois on peut se planter et se relever. mmh. Donc c'est vraiment, écoutez vos intuitions et faites confiance à l'univers. Et donc maintenant, je vais te laisser, le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu voudrais pouvoir, dire là, maintenant, avant qu'on arrête l'épisode? J'avais réfléchi un petit peu parce que, bah, voilà, tu vois bien, moi j'ai un aspect très pédagogue dans ma démarche et dans mon discours parce que c'est mon boulot et en même temps j'adore transmettre. Je sais pas trop qui tu touches au niveau des personnes qui écoutent. J'espère que tu touches aussi des ados et des jeunes qui se cherchent et qui se Mmh, posent des questions. J'axerais plutôt mon message, pour tous ces gens qui se cherchent et qui doutent en disant, «Faites-vous confiance». La vie, elle est belle. La vie, elle vaut mmh, la peine d'être vécue. On peut se prendre des super méga pelles, on en a tous pris. On peut traverser, des décès très douloureux et on peut traverser des étapes très douloureuses qui parfois nous demandent si nous font, nous remettre en question. Voilà, moi j'ai juste envie de dire à tous ces gens qui sont du coup hypersensibles et qui sont réceptifs à plein de messages, de se faire confiance, de continuer à avancer même si c'est difficile, que parfois, la vie c'est une grosse marche et parfois c'est juste, une petite marche, un petit escabeau à franchir. Ça vaut la peine, faut s'accrocher et il faut se dire qu'un jour on va atteindre, ce qu'on cherche et que, mmh. voilà, tout n'est pas rose, tout n'est pas, gris. Il y a plein de nuances dans l'arc-en-ciel et il faut surfer sur toutes ces vagues, de couleurs. Bah, écoute, un grand merci Laurie, c'est un beau message, c'est très poétique là, ce que tu viens de nous livrer et puis très, très, ça vient du cœur quoi, hein, c'est ce qu'on ressent en tout cas. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, vraiment ça me fait plaisir. Je suis super contente d'avoir pu, t'interviewer là sur cet épisode de podcast. C'est vrai que je suis toujours tellement heureuse de pouvoir, parler de mes élèves, de voir aussi, leur évolution, de là où elles sont parties, là où elles en sont aujourd'hui. Parce que c'est des parcours de vie qui sont complètement dingues quand on voit un petit peu les uns et les autres et que, il y a toujours un moment dans leur vie où il y a une petite voix, hein, qui leur a parlé et qui leur a dit: «Ben voilà, là, maintenant il faut s'écouter, quoi». Donc un grand, grand, grand merci à toi, pour, être venu, pour avoir, accepté, de participer, à un des épisodes de ce podcast. Je te fais des gros bisous et je mettrai du coup dans la description du podcast, et ben, tes coordonnées, tes réseaux l'adresse, et puis peut-être ton site internet si tu en as un, de là où tu enseignes. Si tu le souhaites, tu pourras peut-être aussi me donner les coordonnées des personnes dont tu as parlé pour qu'on puisse les retrouver éventuellement si tu penses que tu peux retrouver ça. Parce que j'aime bien, voilà, pouvoir mettre à l'honneur les personnes, aussi qui ont fait partie du chemin, en fait. Bah, merci beaucoup à toi Laurence, c'était trop cool. On était censé faire, ce petit enregistrement avant que j'accouche, mais Roméo a décidé de sortir plus tôt Ouais, c'est et vrai. voilà. Pardon, je suis un peu malade, je suis un peu dégoûtée d'être un peu malade, mais bon, au moins c'est hyper authentique. Des gros, gros bisous Gros bisous, à bientôt. et à très vite. Voilà, là Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.